Je rappelle que le thème, c'est la géopolitique économique. Quelle stratégie et quelle gouvernance pour réussir la bataille de l'industrialisation du continent? Je vous rappelle qu'il y a d'autres panels qui vont avoir lieu tout de suite dans les autres salles. Dans la salle Salambo de l'autre côté, il y a Investir en Côte d'Ivoire, l'étude qui a été faite par TABC. Donc si vous êtes intéressé par la Côte d'Ivoire, je vous invite à vous rendre à la salle Salambo. C'est de l'autre côté. Sinon, dans la salle EDF, juste en face, il y a un panel super intéressant aussi sur la COMESA. COMESA Business Council, Special Side Event. Et il y aura toute l'équipe de la COMESA qui est là, le CBC, le CEO, les gens qui sont chargés de développement. C'est une opportunité de networking extraordinaire. Dans la salle LIM, nous avions normalement une autre présentation par rapport au projet que Arise elle a lancé. Sauf que malheureusement, le représentant de Arise n'a pas pu nous rejoindre pour des problèmes de visa. N'a pas pu avoir son visa à temps, donc il ne pourra pas être parmi nous. Et donc la salle LIM pour la séance actuellement, elle est annulée. Et donc si vous êtes ici, c'est pour principalement le panel A, qui sera animé par le Dr Aram Belhaj, qui est enseignant-chercheur et expert consultant. Et d'ailleurs, j'invite le modérateur et les speakers de rejoindre le panel pour commencer maintenant, s'ils ne sont pas là. S'ils sont là, s'il vous plaît, allez-y. C'est Aram, vous connaissez les speakers. Aram, monsieur Aram. Si vous, vos speakers sont là? Vous avez déjà... oui? J'ai déjà pris contact avec eux. Oui, je pense qu'ils sont là. Messieurs, mesdames les speakers, nous vous invitons à rejoindre le panel, s'il vous plaît. Ça va? Vous allez bien? Ça va, enchanté. Allez-y. Ça va? Je vous en prie, allez-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes à l'aise jusqu'à 12h30. Ensuite, il y a une petite cérémonie de séance signature. Je vous ferai signe. Bonjour. Ça va? Enchanté. Ça va? Allez, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Vous êtes la seule femme dans le panel. Soyez sans يا عمر شحوالك؟ ça va؟ شنو امورك؟ لاباس عليك؟ ça va؟ الحمد لله عايش بالك والله لاباس. تفضلي. مرحبا بك. تفضل. Il manque deux autres. Deux. Et après, je ferai une bouchée. Ne vous en faites pas. Je fais tout de suite. C'est un speaker? Ouais. Ah, voilà, je pense que vous êtes au complet là. Ça va? Très bien, allez-y. Ouais. C'est pas Industrial Policy Officer? Chief, ah oui, bien sûr. Oui. Marhaba. Merci. Monsieur Olivier, installez-vous. J'ai vu le quatrième, le sixième. C'est bon, c'est bon. Très bien, allez-y. Allez, merci. Bonne chance. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, sous votre permission, on va commencer le premier panel qui porte sur géopolitique économique, quelle stratégie, quelle gouvernance pour réussir la bataille de l'industrialisation du continent. Bien. Donc, je pense que ce panel il est très très intéressant. Il émane du fait que la géopolitique économique ou encore la géopolitique qui a une relation directe avec l'économie
elle influence considérablement les politiques publiques, y compris les politiques industrielles. Alors, d'autre part, et malheureusement, le continent africain, en fait, il se désindustrialise. D'où la question de savoir comment réussir la bataille de l'industrialisation dans le contexte, en fait, actuel, où il y a beaucoup de transformations géopolitiques et des transformations économiques. Alors cette question, elle est cruciale. Alors, sauf que dans ce panel, on va vraiment se concentrer sur deux grands aspects. Alors, les stratégies, quelle stratégie, avec S, et quelle gouvernance pour réussir, en fait, le processus d'industrialisation dans le continent. Alors, pour ce faire, j'ai le plaisir et l'honneur, en fait, de recevoir Monsieur Arnaud Moshaga Onenga, qui est directeur de cabinet du ministre de l'Industrie du Gabon. Monsieur Olivier Stolig, qui est chef industrial policy officer à la Banque africaine de développement. Alors, monsieur Omar Bouzawed, qui est directeur général de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation de Tunisie. Monsieur Moussa Ismaïla Touré, qui est CEO de Massa Consulting. Madame Nemia Ayedi, qui est la présidente de la TIA, la Tunisian Investment Authority, et monsieur Mohamed Melouche, qui est partenaire chez Deloitte Afrique. Donc, madame et messieurs, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, je vais vous rejoindre, mais avant ça, je voudrais poser la première question à monsieur Onenga. Bien entendu, l'un des piliers de l'industrialisation en Afrique, c'est la question de transformation locale. Et je sais que le Gabon, il a quand même pas mal d'expériences intéressantes par rapport à cette question. Surtout, en fait, dans le domaine de l'énergie, et peut-être vous nous dites, si vous confirmez ou pas, dans le domaine du bois. Donc, j'aimerais bien que vous en parlez un peu plus de cette question de transformation locale et comment cette transformation locale favorise le processus d'industrialisation dans le continent. Allô. Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'opportunité qui est donnée ce matin au Gabon de vendre sa destination. Merci. Je voudrais commencer par remercier effectivement la Tunisie pour son hospitalité. Je voudrais en profiter également pour remercier l'équipe d'organisation de la FITA. Merci à toutes les mains qui ont travaillé à la réussite de cet événement. Pour me présenter brièvement, donc, vous l'avez indiqué, je suis directeur de cabinet du ministre de l'Industrie du Gabon. Mais il y a encore 3 mois, j'étais dans le secteur industriel, dans l'industrie du pétrole précisément. Alors, la thématique qui nous réunit effectivement ce matin, celle de la transformation locale comme pilier de l'industrialisation, elle est importante. Elle est importante pour nos pays, d'autant que nous avons un dénominateur commun, en tout cas beaucoup de pays africains ont un dénominateur commun, c'est que nos économies sont essentiellement des économies de rente. Tout le challenge, tout le défi consiste à passer de cette économie de rente vers une économie de transformation. Et pour ce faire, le Gabon a élaboré une stratégie nationale d'industrialisation où elle a identifié 5 secteurs prioritaires. Donc il y a le secteur du pétrole, de la pétrochimie précisément, le secteur de la mine et de la métallurgie, le secteur des matériaux de construction, le secteur du bois et de la forêt et le secteur de l'agro-industrie. Ces 5 secteurs sont porteurs de valeur
sont aujourd'hui dans un état qui nécessite qu'ils s'industrialisent, qu'ils gagnent en technicité. Mais il y a un préalable, je dirais même 3 préalables à cet élan d'industrialisation. C'est des préalables autour des infrastructures de transport et de logistique, des préalables autour de la problématique de l'énergie et un préalable autour de la formation professionnelle ou de la compétence. Sur le premier préalable lié aux infrastructures et de la logistique, pour prendre l'exemple du Gabon, mais j'imagine que beaucoup de pays rencontrent le même type de difficultés. Aujourd'hui, vous avez un tissu économique qui est naissant, mais qui rencontre effectivement la difficulté dans l'évacuation, dans la distribution des produits. Tout le challenge, tout le travail aujourd'hui des autorités gabonaises, c'est de rendre ce système-là fluide à travers des constructions de routes, à travers la navigabilité de nos différents fleuves et à travers la construction d'un réseau ferroviaire solide. Sur la problématique de l'énergie, là aussi, les problématiques sont communes. Nous avons un déficit énergétique et pour que les industriels qui sont dans la salle, les potentiels porteurs de projets, les potentiels bailleurs de fonds s'intéressent à la destination Gabon, il faut pouvoir garantir une stabilité dans l'approvisionnement en énergie. Et le troisième préalable, donc c'est la formation. Dans cet élan d'industrialisation, qui requiert donc des compétences de haut niveau, un accent particulier est mis sur la formation, le transfert des compétences. Et là-dessus, le Gabon marque son ouverture à collaborer. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de ce type de rencontre, voir comment on met en place des partenariats pour l'accompagnement, mais cet accompagnement aussi se matérialise par le recours à une main-d'œuvre formée, technique, comme on peut l'avoir ici en Tunisie ou dans d'autres pays de la sous-région. Voilà. Et en termes d'exemple, vous parliez tout à l'heure du bois, pour vous montrer effectivement que la transformation locale est un pilier de la transformation. Je vais partager avec vous l'exemple de la filière bois du Gabon. En 2010, les autorités du Gabon ont décidé de ne plus exporter le bois en l'état brut. Il n'y a plus de grumes de bois qui sortent du pays. Nous avons exigé que ce bois soit transformé localement dans un premier niveau de transformation, deuxième niveau, troisième niveau, et aujourd'hui, on voit jusqu'au 4e niveau de transformation du bois. Eh bien, je peux vous assurer que cette décision d'arrêter les transformations de bois en brut a eu des retombées inespérées. C'est simple, il y a eu la création de pas loin de 6000 emplois directs grâce à cette décision de transformation locale. Il y a eu plus d'1 milliard de dollars dans le PIB du Gabon, rien que par le fait de cette décision de transformer localement. Et cet exemple sur le bois, mais en fait, on peut le décliner sur différents secteurs. Et c'est tout le challenge. Aujourd'hui, le type d'investisseurs qui sont invités, évidemment tout le monde est invité, mais on met un accent particulier sur des investisseurs capables de nous aider, de nous accompagner dans la transformation de nos matières premières. Voilà, je vais peut-être m'arrêter à ce stade et puis on continuera les discussions. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments très très intéressants. Merci également d'avoir respecté les 5 minutes qui vous ont été données. Je passe directement à M. Stolik, qui, je rappelle, qui est en fait Chief Industrial Policy Officer à la Banque africaine de développement. Monsieur Stolik, on sait très bien que en fait, l'industrialisation nécessite une approche holistique et intégrée en même temps. Et donc, ça implique en fait la mise en place de plusieurs politiques, d'une combinaison de politiques, mais également l'implication de plusieurs acteurs, y compris, bien sûr, les acteurs financiers.
Alors, du côté des États, on sait que les stratégies sont différentes. Il y a certains États qui favorisent les IDE, il y a certains États qui, qui encouragent les grands groupes industriels, d'autres États se concentrent sur certaines filières, telles que le Gabon. Certains États, en fait, favorisent les grappes industrielles. Et donc, la question que se pose à la Banque africaine de développement dans le cadre de votre rôle de financement, donc votre vision, est-ce qu'elle est en compatibilité avec les stratégies des États en Afrique? Merci, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour la Banque africaine de développement que d'être associé à cet événement. Donc je voudrais commencer par rappeler aussi quelques chiffres sur l'industrialisation en Afrique, qui vont un petit peu illustrer en quelque sorte les défis et la bataille auxquels nos pays se livrent dans la recherche de l'industrialisation. Donc le continent demeure un acteur industriel mineur à l'échelle globale, qui représente moins de 2% de la production mondiale en 2023. Donc, si on regarde la plupart des indicateurs de développement manufacturier, on voit que l'Afrique a suivi une trajectoire de non-industrialisation ou de stagnation au cours des 2 dernières décennies, qui s'explique par de multiples facteurs, mais le constat est là. La part de la valeur manufacturière dans le PIB est passée de 17% dans les années 2000 à 12,4% en 2023 et reste en dessous de la moyenne mondiale qui est de 16% en 2023 et bien en dessous d'autres régions en développement, par exemple l'Asie du Sud-Est qui représente 24% de la part du PIB. La valeur ajoutée manufacturière est aussi, sur le continent, est aussi fortement concentrée dans quelques pays. Dans 4 pays plus précisément, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc, qui représentent pratiquement 2/3 de la valeur ajoutée manufacturière du continent, ou 61,4%. Les crises auxquelles le continent et le monde ont fait face depuis 2019-2020 ont renforcé l'urgence de développer le secteur en mettant en lumière aussi les vulnérabilités qui ont été générées par le manque de capacité endogène et par la dépendance excessive envers la production étrangère. Donc, dans ce monde post-Covid, la performance industrielle reste et restera une source de croissance, d'inclusion, mais aussi un gage de durabilité, de résilience et de stabilité. Donc, pour parler de la Banque africaine de développement, depuis sa création, la Banque s'efforce de contribuer à l'industrialisation du continent. En 2016, il y a eu un changement stratégique qui a visé à mettre l'industrie et l'industrialisation comme un des principaux piliers du soutien de la Banque, donc un des 5 piliers principaux de son soutien, avec une stratégie qui est axée autour de 6 piliers, 6 programmes phares. Le premier, le développement de politique industrielle. Le deuxième, catalyser le financement vers des projets d'infrastructure et d'industrialisation. Le troisième, donc de développer des marchés des capitaux liquides. Le quatrième, c'est le travail et le développement des entreprises, donc des PME, des grands groupes sur le continent. Le cinquième, les partenariats stratégiques, tout en sachant que c'est un élément fondamental. Et le sixième, le développement de clusters et de zones économiques spéciales sur le continent. Donc on a mis en place une large gamme de projets industriels à travers le continent en déployant ces 6 programmes phares. Et on a pu observer un certain nombre d'instruments clés de politique industrielle qui correspondent particulièrement au contexte africain, comme les initiatives de renforcement de compétitivité des chaînes de valeur, le développement de zones industrielles et de zones économiques spéciales, les partenariats publics-privés pour soutenir les infrastructures, et tout ceci qui nécessite bien évidemment des financements extrêmement importants, donc qui font bien souvent malheureusement défaut dans les pays du continent. Donc en matière de solutions de financement, la Banque propose une série d'instruments et de guichets qui permettent d'atteindre un vaste éventail de bénéficiaires. Donc le financement de grands groupes à travers notre guichet privé, le financement des biens publics
et de l'infrastructure industrielle nécessaire, ainsi que le soutien aux chaînes de valeur, à l'adoption technologique, à la transition verte à travers nos guichets souverains, et les prêts rétrocédés aux PME à travers le financement de lignes de crédit dans les institutions bancaires et les microfinances locales. Donc, ceci pour illustrer que je pense qu'il n'y a pas une solution en particulier avec un instrument qui serait privilégié ou un type d'acteur qui serait à privilégier sur le continent, mais plutôt cette approche holistique qui est vraiment nécessaire pour avoir un impact sur le continent. Merci. Merci beaucoup. Je passe directement à M. Moussa Ismaïla Touré, qui est CEO de Massa Consulting. En fait, nous vivons l'économie numérique et l'intelligence artificielle. Et donc, dans le cadre en fait, de processus d'industrialisation, non pas seulement en Afrique, mais dans le monde, on parle de plus en plus des politiques industrielles 4.0. Donc la question qui se pose, est-ce que l'Afrique est prête pour ça? Et comment, en fait, ces politiques 4.0 favoriseront l'industrialisation dans le continent? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc un honneur pour moi d'être ici. C'est pourquoi je vais commencer par remercier à mon tour TABC, qui est l'organisateur principal de cet événement, et tous ses partenaires qui permettent sa tenue. C'est la deuxième fois que je participe à cet événement et c'est avec un grand plaisir que je reviens et j'espère pouvoir revenir beaucoup de fois encore. Pour ce sujet dont on parle, je pense que nous avons eu un tableau très précis du niveau d'industrialisation de notre continent qui reste dramatiquement faible. Donc, tous les indicateurs qui ont été partagés à l'instant nous le démontrent. Et pour relever ce challenge, parce qu'il est incontournable, il est indispensable de le relever, les nouvelles technologies présentent une opportunité qu'il faut saisir. Et il s'agit de voir comment les intégrer pour qu'elles puissent accélérer cette industrialisation de notre continent. Il le faut parce que utiliser les nouvelles technologies permet d'améliorer les questions d'efficacité, les questions de rentabilité. Et tous les investisseurs, les industriels, sont à la recherche de performances dans ces domaines-là. Donc, utiliser la technologie 4.0, comme on le dit, permettra d'avoir une réponse à ces questions de performance dans la production industrielle. L'autre opportunité pour inclure les nouvelles technologies dans les politiques d'industrialisation, c'est que cela va permettre de créer des nouveaux champs dans le domaine économique, de nouvelles opportunités économiques, de nouveaux, de nouveaux métiers. Je pense notamment à tout ce qui concerne la FinTech, par exemple, qui s'est énormément développée et qui continue à se développer grâce à ces nouvelles technologies. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que l'Afrique a commencé ce mouvement. Et je pense que pour une fois, on a été les pionniers au monde. Je voudrais donner l'exemple du Kenya. Aujourd'hui, nous tous, nous utilisons des moyens de paiement à travers nos téléphones. Même les pays les plus développés, l'Europe, se sont engagés dans ce mouvement aujourd'hui. Mais rappelez-vous, ça a été initié en Afrique et c'est le Kenya qui a été pionnier dans ce domaine, avec le développement du produit qui s'appelle M-Pesa. Certainement, vous savez de quoi je parle. Et ça s'est fait parce que le Kenya s'est lancé dans une politique pour développer une plateforme numérique pour faciliter la recherche, le développement. Et cette plateforme s'appelait le Silicon Savannah. Ce n'est pas Silicon Valley, mais c'est l'équivalent. C'est le Silicon Savannah au Kenya,
qui a permis d'accélérer et d'investir dans la recherche pour développer des solutions numériques pour le paiement. Et à partir de là, ça s'est propagé en Afrique, et comme je le disais tout à l'heure, les autres pays sont rentrés dans la danse. Donc l'Afrique a déjà démarré cette activité. Et maintenant, il faut l'accélérer. Mais il faut l'accélérer, il faut tirer aussi les leçons des pratiques des initiatives qui ont été prises et qui n'ont pas forcément bien marché. Et à ce niveau-là, une des contraintes majeures pour vraiment utiliser les nouvelles technologies dans l'industrialisation, c'est les contraintes d'investissement. Ça nécessite beaucoup de moyens financiers et ça nécessite d'avoir, on le disait tout à l'heure, des compétences qui ne sont pas toujours disponibles dans nos pays. Donc ça, c'est vraiment des aspects majeurs qui sont nécessaires d'être pris en compte dès la définition des politiques qui vont permettre d'accélérer l'industrialisation de notre continent. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. Passons à Madame Nebia Ayedi, qui est présidente de Tunisia Investment Authority. Je voudrais vous interpeller sur la question des chaînes de valeur régionales. Alors pourquoi? Parce que en fait c'est vrai que l'Afrique elle se trouve à l'extrémité inférieure des chaînes de valeur mondiales. La part manufacturière en fait africaine dans le monde c'est à peine 2%. Mais en même temps, en regardant chaque région, on constate qu'il y a un vrai et un fort potentiel. Alors l'Afrique du Nord, par exemple, le potentiel énergétique il est très grand, notamment les énergies renouvelables. L'Afrique australe, c'est l'industrie automobile, peut-être on en reparlera tout à l'heure. L'Afrique centrale, c'est l'industrie de bois. L'Afrique de l'Est et même de l'Ouest, c'est l'agro-industrie. Donc tout ça nous pousse à considérer que le développement des chaînes de valeur régionales pourront favoriser l'industrialisation dans le continent. Pouvez-vous nous en parler plus, Madame Lamia? Merci, Ara. Tout d'abord, je voudrais remercier TABC pour l'invitation et pour cette excellente organisation. FITA reste un événement majeur, incontournable aujourd'hui de networking et de partage d'idées au niveau du continent africain. Je suivais avec beaucoup d'attention ce que tu disais, Aram, et ce que disaient les panélistes. Effectivement, donc, les chiffres aujourd'hui montrent un taux d'industrialisation assez faible au niveau de l'Afrique. Et pourtant, toutes les études et toutes les stratégies sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le chemin de la prospérité en Afrique passe par un développement industriel. Ce que tu disais également sur le potentiel. Aujourd'hui, l'Afrique regorge de ressources naturelles assez abondantes, d'une main-d'œuvre également jeune. Donc, il y a tout un potentiel aujourd'hui pour le développement industriel. Tout en sachant qu'aujourd'hui, les objectifs des pays africains, c'est la création de richesses, donc une économie plus inclusive et une création également d'emplois décents. Et le développement industriel donc, contribuera nécessairement et indéniablement donc, à ces deux objectifs. Pour revenir un peu sur les chiffres, moi je vais parler un peu des chiffres donc, au niveau des chaînes de valeur régionales. Donc, selon l'OCDE, les données de l'OCDE, donc, les chaînes de valeur régionales ne représentent que 2,7% de la participation africaine au niveau des chaînes de valeur mondiales. Contrairement donc à des taux élevés pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui atteint 26,4%, et de 42,9% pour l'Asie en développement. Je suivais tout à l'heure mon collègue du Gabon qui parlait du bois, effectivement. Aujourd'hui, les produits transformés ou semi-transformés représentent 79% des exportations intra-africaines en 2019 et
seulement 41% des exportations africaines vers le monde. Donc, réellement, il y a aujourd'hui cette opportunité de développement des chaînes de valeur qui vont accélérer la transformation productive des pays africains. On parle beaucoup d'industrialisation, mais également de commerce et d'accords commerciaux entre les pays africains. Et la ZLECAf aujourd'hui, pour qu'elle puisse réellement tenir donc, ses promesses de développement des pays, il va falloir, pour les pays, harmoniser leur politique commerciale, mais également investir stratégiquement dans l'industrie. Comment investir stratégiquement dans l'industrie? C'est en investissant dans des secteurs industriels de niche. Aujourd'hui, tous les pays africains ne sont pas pareils, donc il y a une différence en termes de ressources, il y a une différence en matière de main-d'œuvre qualifiée. Donc, il faudrait que les politiques donc, tiennent compte de ces particularités. Mais au niveau de l'Afrique aussi, il y a quand même aussi il y a des pôles industriels qui existent et il faudrait capitaliser, il faudrait que ce soit le socle de développement des infrastructures et de la promotion donc, de l'investissement. Nous, en tant que Tunisia Investment Authority, on est une agence de promotion de l'investissement. Les agences de promotion aujourd'hui de l'investissement ont un rôle très très important à jouer et d'attirer aujourd'hui les multinationales et les major players au niveau international dans les segments clés d'une chaîne de valeur. Donc, il faudrait que ces agences d'investissement aient une stratégie bien ciblée vis-à-vis de l'attraction de l'investissement sur les chaînes de valeur existantes. Bien sûr, ces agences d'investissement au niveau de l'Afrique doivent être soutenues. Il faut y avoir un fort engagement gouvernemental pour promouvoir ces agences d'investissement. Il faudrait aussi qu'il y ait un alignement stratégique entre les parties prenantes publiques et privées. Donc, j'écoutais avec attention la partie de la formation professionnelle et en Tunisie, nous avons des success stories au niveau de l'aéronautique, au niveau de l'automobile, sur ce partenariat public-privé entre les acteurs publics et privés. Zone économique spéciale également, pour promouvoir et pour renforcer ces chaînes de valeur. Je voulais terminer par une dernière étude qui a été conduite par le PNUD et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale. Et ce rapport-là, intitulé « Quelle chaîne de valeur pour une révolution fabriquée en Afrique ?» Donc, Made in Africa, fabriquée en Afrique, on peut le faire. Ce rapport-là, il met en évidence 10 chaînes de valeur clés qui présentent d'importantes opportunités d'investissement au sein du marché africain. Donc, il s'agit notamment, et on en parle tout le temps, de l'automobile, du cuir et produits en cuir, du cacao, du soja, du textile et des vêtements, des produits pharmaceutiques, de la fabrication de vaccins, et nous avons tous subi la crise du Covid et nos économies, on en pâtit par le manque de produits pharmaceutiques et la rupture aussi des supply chains. Donc, des batteries lithium, des services financiers et mobiles, et j'écoutais avec beaucoup d'attention M-Pesa, et on connaît très très bien qu'est-ce qu'a fait M-Pesa, cette révolution au niveau du Kenya et de toute la sous-région, et des industries culturelles et créatives. Donc 10 chaînes de valeur, ce rapport-là, publié en 2023, met en exergue ces 10 chaînes de valeur qui peuvent être développées, qui peuvent avoir un impact très très important sur le développement économique de l'Afrique. Merci beaucoup, Madame Lemia. J'ajoute au rapport que vous avez cité, il y a un deuxième rapport qui a été établi par l'OCDE
et la Commission de l'Union africaine dont j'ai eu l'honneur de participer, qui porte effectivement sur les chaînes de valeur et comment effectivement le développement de ces chaînes de valeur en fait favorise l'emploi en Afrique. Merci de m'avoir aussi tendu la prêche en évoquant la question de la ZLECAf. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Je vais demander à M. Malouche, qui est partenaire chez Deloitte Afrique, de effectivement nous en fait développer cette idée de la ZLECAf et comment le développement du commerce intra-africain s'avère un accélérateur de l'industrialisation dans le continent. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci encore aux organisateurs. Donc, super événement. Effectivement, la ZLECAf, donc, comme Madame vient de le dire, c'est une véritable promesse. Aujourd'hui, juste pour continuer dans les chiffres, l'Afrique est le continent le moins intégré en termes de commerce. Le poids du commerce intra-africain ne représente que 15% du commerce total en Afrique par rapport à l'Europe qui est à 70%, évidemment grâce à toutes les mesures qui ont été prises autour de l'Union européenne, à l'Asie qui est à 60% d'intégration grâce justement à cette capacité d'intégrer les chaînes de valeur entre la Corée, la Chine, le Japon, et également en Amérique du Nord à travers donc des équivalents à la ZLECAf qu'ont été l'ALECA, NAFTA, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Aujourd'hui, on voit par exemple au Mexique que toutes les composantes automobiles, finalement, les circuits électriques, les composantes, sont fabriquées au Mexique et à destination des États-Unis pour l'assemblage. Et d'ailleurs, il y a même un champion tunisien de composantes électriques et composantes automobiles qui opère au Mexique et vous venez d'en faire référence. Je pense qu'effectivement la ZLECAf donc, représente aujourd'hui une promesse, une opportunité pour les chaînes de valeur régionales, le développement des chaînes de valeur régionales. Je pense qu'il y a des éléments aussi importants. Il faut se dire que chaque pays, chaque région a ses atouts, qu'on ne peut pas tout faire et que finalement il faut construire sur ses atouts et essayer de plus en plus de se spécialiser. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le Mexique. Ils se sont spécialisés dans des niches, comme vous l'avez dit, où ils peuvent être compétitifs en termes de qualité, en termes de prix, et où ils peuvent vraiment dégager un avantage comparatif. Et je pense que c'est ça le vrai combat des chaînes de valeur régionales, c'est d'essayer de construire des accords comme la ZLECAf autour de la spécialisation des uns et des autres en fonction des atouts. L'autre volet, c'est aussi l'intégration dans les chaînes de valeur internationales. Donc comment est-ce que la ZLECAf peut favoriser ça? Aujourd'hui, il y a des enjeux géopolitiques, c'est toute notre discussion aujourd'hui. L'Afrique regorge de ressources minérales, de ressources de métaux qui sont nécessaires à la transition énergétique de demain. Comment faire en sorte qu'on ne soit pas dans ce schéma justement de simplement donner nos matières premières contre de l'infrastructure et d'essayer vraiment de s'intégrer dans cette dynamique en fait de transformation, de valorisation, etc. Je prendrai peut-être un exemple qui est assez parlant pour moi, c'est le marché des batteries électriques, les véhicules électriques. Aujourd'hui, l'Afrique centrale, on a tous les ingrédients finalement pour, si elle hérite de technologie évidemment, pour fabriquer ces batteries. Parce qu'aujourd'hui, le cobalt existe en masse en RDC, le lithium existe en masse en Zambie, et l'Angola a l'infrastructure ferroviaire, c'est le fameux Lobito Corridor, qui permet justement l'export de ces batteries vers les marchés internationaux. Aujourd'hui, il y a un gros mouvement autour de la création d'un cluster à valeur ajoutée, ce qu'on appelle le Lobito Corridor, qui intégrait justement les capacités de la RDC, non seulement en termes de matières premières, mais également son accès à l'hydropower, le hydropower, qui est une énergie renouvelable, une énergie propre, la Zambie et l'Angola. Et donc tout ça ferait que s'il y a cet effort de clusterisation, une batterie purement qui sortirait justement de ce cluster serait la batterie la plus propre au monde.
Parce que les autres batteries qui sont fabriquées en Chine et en Inde sont très consommatrices d'énergie fossile. Et donc ça, c'est vraiment ce genre de, j'allais dire, de différenciation qu'il faut construire en Afrique. Et puis je terminerai peut-être en disant que, j'utilise toujours ce mot, hein, la ZLECAf, c'est une promesse. Aujourd'hui, effectivement, l'accord est en place, mais ce qui est le plus difficile, comme on le sait tous dans les politiques publiques, c'est l'implémentation. C'est les mettre en œuvre et faire en sorte justement qu'elles soient effectives. Et aujourd'hui, effectivement, la ZLECAf fait face à des problèmes, j'allais dire classiques, hein, que sont les problèmes d'infrastructure, des problèmes de transport, de logistique, de financement, mais également, j'allais dire, à des problèmes de différence en termes de maturité des pays et en termes de réglementation également. Alors il y a des solutions pour justement pas uniformiser, mais en tout cas faire sens. L'intelligence artificielle aujourd'hui nous donne effectivement la possibilité d'ingérer beaucoup de législation et d'essayer de comprendre en fait où est-ce qu'on peut rationaliser un tout petit peu ce genre de législation au niveau régional, local et au niveau africain également. Et puis peut-être un dernier mot sur la difficulté en fait que finalement la volonté politique du ZLECAf, elle existe, mais j'écoutais un CEO nigérian au Africa CEO Forum il y a quelques semaines à Kigali qui disait qu'en fait finalement un CEO européen avait plus de facilité à se déplacer en Afrique qu'un CEO africain qui doit faire 35 visas. Donc dans ce cas, c'était un CEO nigérian qui disait qu'il avait besoin de 35 visas pour se déplacer en Afrique. Donc voilà, je comprends qu'il y a évidemment des enjeux de migration, des enjeux de souveraineté, etc. Mais il faut faire un effort. Si on veut vraiment implémenter un ZLECAf fort et essayer d'industrialiser au maximum notre continent, de faire travailler les secteurs privés ensemble et en tant qu'État, d'essayer d'établir des politiques qui permettent ce déplacement des individus. Merci beaucoup, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Mais vous avez évoqué, entre autres, la question de clusterisation. Et je voudrais en fait discuter de ce point avec Omar Bouzawed, qui est le directeur général de l'API, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Donc effectivement, c'est Omar, cette question de clusterisation, surtout les clusters d'innovation, c'est quelque chose de fondamental dans le processus d'industrialisation. En Tunisie, c'est vrai qu'on a eu l'expérience des technopoles. Ça a marché pour certains secteurs, ça n'a pas marché pour d'autres. Donc, pouvez-vous nous en parler plus par rapport à cette question de clusterisation, des clusters d'innovation? Merci à mes collègues, les panélistes. Merci à vous, chers présents. Merci à TABC qui nous a offert cette occasion de débattre sur l'avenir du développement de notre continent. Je pense qu'on est tous unanimes sur le constat que l'Afrique a beaucoup de potentiel pour se développer et a aussi les atouts de se développer. Pour se développer sur la voie du développement durable, il fallait bien sûr s'aligner sur certains points, la création d'emplois décents, le développement de chaînes de valeur, l'optimisation des ressources, et tout ça nécessite bien sûr nécessite la mise en œuvre de politiques et nécessite la mise en œuvre de stratégies nationales et régionales. Et pour ce faire, il faut s'aligner sur la voie de développement durable et il faut innover et trouver de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, opter pour des nouvelles méthodes et des nouveaux modes et de nouveaux process. Et tout ça nécessite bien sûr un travail d'ensemble, nécessite la clusterisation qui est en fait l'optimisation de ressources. Cette clusterisation, nous l'avons vécue en Tunisie sur plusieurs exemples et je vais citer quelques-uns. La clusterisation est la base de l'innovation. La clusterisation va permettre l'activation de moyens et de ressources technologiques. La clusterisation permettra
aussi d'utiliser des connaissances beaucoup plus larges, des connaissances scientifiques, des connaissances de la matière première, des connaissances sur les process industriels, des connaissances sur les normes techniques, sur les exigences techniques et les exigences réglementaires des autres marchés. Et bien sûr, ça va aussi permettre d'optimiser les ressources humaines. Parce que, à travers la mise en réseau de plusieurs acteurs, ça va aussi faciliter la tâche de production, la tâche de développement de chaînes de valeur, la tâche d'exploitation des ressources et des logistiques offertes aux produits et aux industriels et aux entreprises. Tout ça, et ça va aussi permettre d'optimiser les moyens de commercialisation des produits. Ça va donc faciliter l'insertion dans la chaîne de valeur mondiale. Et comme vous l'avez dit, on est à 2%. 2%, c'est trop peu pour un continent qui est riche de matière, riche de ressources aussi, et aussi un continent qui a une population jeune, une population ambitieuse, qui va lui faciliter aussi toute cette trajectoire de développement du continent et de création de richesses, de richesses régionales, de création de valeur ajoutée, et par conséquent faire face à tous les défis auxquels ce continent est confronté. En Tunisie, nous avons vécu plusieurs exemples de clusters. Et peut-être je cite un exemple, le programme national de recherche et innovation qui a été lancé depuis quelques années. Et c'était une expérience réussie où on a exigé à ce qu'un projet de recherche sera composé dans lequel adhèrent au moins 3 composantes. Un centre de recherche où il y a le potentiel universitaire, les connaissances scientifiques et tout. Un centre technique qui dispose de compétences techniques, d'ingénierie, de maîtrise du secteur, et au moins une entreprise industrielle. Et là, on a réussi à monter sur 5-6 ans une centaine de projets de recherche où on a pu capitaliser beaucoup d'expertise, d'expérience aussi. Et on a développé des projets de recherche qui ont permis à la Tunisie de s'insérer dans la chaîne de valeur, dans la chaîne de valeur mondiale aussi, à travers l'utilisation et la capitalisation et le recyclage des déchets pour s'insérer dans l'économie circulaire, à travers l'optimisation de process industriels. Je cite un exemple dans le cuir et chaussures, en utilisant des enzymes tels que les déchets de poisson pour valoriser les déchets de cuir. Des projets aussi dans le domaine de valorisation des déchets de bois, dans les déchets de palmiers. La Tunisie est connue par ses palmiers et par ses dattes. La valorisation de tous les déchets, des déchets d'amandes. Et tous ces projets ont réussi à travers cette clusterisation et à travers ce travail collaboratif qui a été mené. Et je pense que c'était l'un des exemples. Nous avons aussi beaucoup de clusters sectoriels aujourd'hui qui se sont développés dans plusieurs activités et plusieurs domaines. Dans l'électronique, la Tunisie est reconnue aujourd'hui par sa participation dans le secteur automobile, les composants automobiles. Et nous avons des clusters là-dessus qui travaillent ensemble et qui ont réussi aussi à monter beaucoup de projets, beaucoup de laboratoires pour optimiser les ressources et pour optimiser les moyens aussi dans l'huile d'olive et même dans les primeurs au sud pour organiser la vente en détail, en gros, des légumes et des fruits, etc., dans les arts de table. Dans plusieurs secteurs, nous avons réussi à monter pour plusieurs clusters. Et je pense que c'est une expérience très, très bien réussie et qui a donné beaucoup d'avantages aux acteurs dans ces domaines. Merci, Monsieur Bouzawed. Parlons maintenant gouvernance. Je reviens à Monsieur Onanga.
En fait, parler de gouvernance nous pousse à en fait, aborder la problématique du leadership. L'échec de l'industrialisation, hein, si je puisse qualifier ça d'échec, est un échec au niveau du leadership également. Alors, qu'en pensez-vous et quels sont les aspects qui doivent exister pour assurer un vrai leadership qui va amener à l'industrialisation du continent? Oui, merci. Effectivement, la question du leadership, elle est importante. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'inspirer, qui est capable d'embarquer. Et je pense que dans le cadre de ce forum, on a l'exemple d'un leadership tout trouvé, c'est Yanis, qui réussit quand même à nous réunir ici pendant ces journées. C'est la preuve qu'il a un discours, il a un projet qui nous embarque. Le financement de l'industrie de l'Afrique. Je pense que ce qu'il faut effectivement, c'est d'une part ces exemples. Il commence à y en avoir sur le continent africain. En Tunisie, on a Ismaël Mabrouk qui est mondialement reconnu. Au Nigeria, nous avons des messieurs comme Dangote qui sont là aussi reconnus. Mais il nous faut davantage de leaders pour susciter en fait ces vocations. En plus de ces exemples, il faut aussi une démarche, je dirais, inclusive, et c'est tout l'esprit que nous menons actuellement au Gabon dans la définition, par exemple, des textes réglementaires. Les leaders identifiés sont associés. Ils sont associés pour définir les règles qui vont encadrer leur secteur. Et je vais reprendre l'exemple effectivement du Kenya, où aujourd'hui, dans la sous-région d'Afrique de l'Est, le Kenya est reconnu comme étant un leader de la FinTech. C'est justement parce qu'il a réussi à démontrer des capacités à délivrer un produit qui est reconnu mondialement que les autres pays, finalement, s'en inspirent. Donc, je pense qu'il nous faut susciter de vocations, avoir des exemples, mais surtout, ces exemples-là, les mettre en lumière pour qu'on s'en inspire et qu'on ait beaucoup plus de leaders qui poussent vers l'industrialisation de notre continent. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Stolik, en fait, la stratégie d'industrialisation, en fait, elle doit être endossée et déployée par toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé. Et là, ceci me pousse à parler de la problématique du climat des affaires. Et en Afrique, en fait, il y a beaucoup de travail qui reste à faire concernant le climat des affaires. Pouvez-vous nous en parler plus? Merci. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une question fondamentale. Et le climat des affaires a vraiment toute son importance et constitue un levier d'industrialisation fondamental parce qu'il offre d'une part de la confiance aux investisseurs, de la stabilité et aussi de l'attractivité qui sont vraiment des déterminants dans les décisions d'investir. Dans les projets de politique industrielle qu'on a soutenus à travers le continent, on a soutenu à peu près une dizaine depuis 2018. Le premier levier en fait, d'une politique industrielle, c'est bien souvent la mise en place d'un environnement favorable au développement des investissements et à l'attraction des activités économiques. Et donc, en matière de gouvernance, je pense qu'au-delà du climat des affaires, qui est vraiment une question transversale, pour moi, il y a 4 éléments fondamentaux que je voudrais illustrer aujourd'hui. C'est dans l'approche qui va être développée. C'est vraiment, la première, c'est think holistic. Donc, on en a parlé lors de la première question. C'est une approche holistique qui va avoir un impact sur des leviers simultanés. Donc, les politiques industrielles, les réformes
qui sont essentiels à débloquer des investissements dans des secteurs. Le développement institutionnel, et ça on n'en parle peut-être pas assez, mais je pense que c'est un élément fondamental, avec des institutions clés qui vont jouer un rôle vraiment absolument déterminant, comme les agences de promotion d'investissement, qui sont pour moi vraiment au cœur de l'appareil, par exemple, et les agences de soutien à l'investissement aux PME, comme l'API, par exemple, qui ont un rôle absolument essentiel. Le dialogue public-privé, on cesse de le rappeler, pour moi, le cadre de gouvernance, et je pense, est la chose la plus fondamentale d'une politique industrielle, et c'est quelque chose qui doit être vraiment piloté en tandem par le public et le privé. Et après tout un ensemble aussi de biens publics qui sont nécessaires, comme dans le cadre de la politique qualité, qui sont vraiment indispensables pour tout pays qui veut pouvoir améliorer sa production, exporter, etc. Le deuxième, c'est la promotion du secteur privé, on en a parlé, les questions financières, et le développement de l'écosystème industriel, qui est l'infrastructure industrielle, les systèmes d'innovation, les PPP, qui vont permettre d'attirer des financements supplémentaires. Le deuxième point fondamental dans la question de la gouvernance, pour moi, c'est maintenant Think Green, donc l'industrialisation verte. On voit qu'il y a un changement fondamental qui s'opère vers des processus de production propres, et qui est notamment mené aussi par des changements en termes de politique dans les grands pôles industriels mondiaux comme l'Union européenne, qui a mis en place des éléments dans le cadre du Green New Deal et du Green Industrial Plan qui visent à notamment taxer les productions qui sont trop fortes en carbone, et limiter les importations qui sont dans des chaînes de valeur qui pourraient avoir un impact sur la déforestation, etc. Donc ça va induire un changement fondamental dans les process industriels du continent, auxquels les industriels et les pays vont devoir s'adapter. Le troisième enjeu pour moi, c'est Think Inclusive. Et on en parle, mais je pense qu'il faut qu'il y ait plus de choses qui soient faites en la matière, parce que l'enjeu d'inclusion est primordial, non seulement du point de vue social, mais également du point de vue économique, parce que c'est un enjeu déterminant de la croissance potentielle. Et si on laisse toute une partie de la population à l'écart du processus d'industrialisation, il y a des impacts sociaux, on le connaît, le chômage, le délitement du tissu social, mais également il y a toute une partie économique qui est là, parce que ça coûte beaucoup plus cher de reverser des subventions ou d'entretenir des populations qui ne travaillent pas, plutôt que de les intégrer et d'avoir justement des retombées économiques majeures. Le développement spatial, qui a aussi toute son importance ici, il y a beaucoup d'illustrations sur le continent, mais on sait qu'en général, les pôles industriels sont concentrés dans quelques zones géographiques. On regarde la Tunisie, par exemple, il y a 80% du tissu industriel qui est dans les gouvernorats côtiers. En Afrique du Sud, 40% des activités manufacturières sont dans la région du Gauteng. En Côte d'Ivoire, où j'ai habité un certain temps, la majorité c'est dans le Grand Abidjan, également la région côtière. Donc on voit qu'il y a aussi là un enjeu de développement territorial qui est majeur. Et le quatrième point pour moi, qui a été très très bien illustré aussi tout à l'heure, c'est la dimension Think Regional et développement régional, qui est un aspect fondamental. Et on a vu que d'autres régions du monde, comme ça a été illustré par mon collègue M. Malouche, n'ont pas pu se développer sans cette intégration régionale. Et quand on regarde les économies du continent, on est bien souvent dans des économies qui sont de taille plus limitée, avec une intégration qui est extrêmement faible. Et dans les discussions aussi avec des investisseurs étrangers, ça a tout son impact, notamment dans le transfert de technologies, dans le transfert de compétences.
qui sont dans les partenariats, dans le développement du tissu local, qui sont vraiment des enjeux fondamentaux pour un développement sur le long terme. Donc, en conclusion, je pense que ce sont certains éléments qu'il faudrait considérer pour une gouvernance plus efficace des stratégies industrielles sur le continent. Merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. En fait, à côté du secteur privé, Madame Nem, il y a les acteurs gouvernementaux. En Tunisie, nous avons beaucoup d'acteurs. Nous avons le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Économie, la TIA, l'API, la FIPA, etc. Et je pense que la bonne gouvernance suppose une coordination étroite entre ces acteurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler de votre expérience à la TIA par rapport à cette question de coordination? Merci pour la question. Ça rejoint parfaitement ce que disait donc notre cher panéliste de l'ABAD. Effectivement, donc la Tunisia Investment Authority, à travers le rôle stratégique, son rôle stratégique, conduit un dialogue public-privé à travers le conseil stratégique. Donc le conseil stratégique de la TIA conduit un dialogue public-privé. L'ADN même de la Tunisia Investment Authority est un ADN de facilitateur, de coordinateur entre, je ne dirais pas les acteurs gouvernementaux, c'est tout, mais les acteurs gouvernementaux et également le secteur privé. Donc, nous jouons ce rôle-là de coordinateur et de force de proposition à travers le dialogue public-privé qui est institutionnalisé au niveau de la Tunisia Investment Authority à travers donc, le conseil stratégique. Et au niveau de ce conseil stratégique-là, on discute des différentes donc, problématiques liées à l'investissement, entre autres l'industrialisation et l'industrie. Sur l'industrie, le climat des affaires joue un rôle très très important. Donc on est à l'écoute des acteurs gouvernementaux, et vous avez parlé tout à l'heure de technopoles, donc on assiste les technopoles, on assiste les complexes industriels également dans leur développement. On essaie de promouvoir, d'être plus inclusif vis-à-vis des régions donc intérieures du pays dans notre rôle de promotion de l'investissement en attirant des investisseurs vers ces régions-là. Mais également, tout à l'heure, on a parlé aussi de la création de valeur, d'emplois décents. Nous conduisons également des études au niveau du repérage des niches à forte valeur ajoutée, aujourd'hui au niveau de l'industrie. Au niveau de la Tunisia Investment Authority, nous travaillons sur 5 secteurs prioritaires. Majoritairement, c'est de l'industrie, donc l'automobile, l'aéronautique, la pharma, l'éthique et l'énergie renouvelable. Et nous avons conduit une étude pour repérer les niches les plus prometteuses, créatrices de valeur ajoutée, mais également qui peuvent aujourd'hui répondre à un challenge que la Tunisie est en train de vivre, qui est la perte de ses talents. On voit très très bien aujourd'hui que la majorité, il y a une grande partie en fait de nos ingénieurs qui sont en train de quitter, de nos médecins. Et donc, au niveau de la Tunisia Investment Authority, nous avons conduit ce travail-là de repérage des niches sur ces secteurs-là prioritaires pour adapter la stratégie d'attractivité des investissements par rapport à ces niches-là, parce qu'elles vont répondre en fin de compte à 2 challenges au niveau du pays. 1, le challenge de rétention donc, des talents, et 2, le challenge donc, de création de valeur ajoutée plus importante donc, pour le pays. Sur le secteur, par exemple, pharma, de mémoire, je me rappelle que c'était les médicaments donc, biosimilaires. Donc, nous avons eu les représentants donc, du secteur privé donc, pour discuter avec les représentants du secteur public. Donc, le climat des affaires est important et notre rôle que nous jouons d'être force de proposition et d'avoir des recommandations que nous portons donc,
au gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires et pour une meilleure attractivité sur des niches plus spécifiques sur le secteur industriel. Merci beaucoup. Monsieur Ismaïla Touré, aussi bien Madame Nemia que Monsieur Stolik, ils ont parlé de dialogue public-privé. Moi, je voudrais insister sur la question du partenariat public-privé, surtout avec les contraintes budgétaires, si je puis dire, des différents États africains. Et donc, comment ce partenariat public-privé favorise la bonne gouvernance et par conséquent stimule l'industrialisation dans le continent? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Je pense que je vais juste me référer. Depuis 1 heure de temps qu'on parle de ce sujet d'industrialisation, de stratégie d'industrialisation de notre continent, je pense que nous avons abordé un certain nombre d'aspects qui démontrent que pour réussir cette mission, il faut une approche multifacette. Il faut toucher à énormément de choses à la fois. Et dans cette dynamique, chacun de nos États fait face à beaucoup de demandes. Il y a des besoins dans le domaine de la santé, il y a des besoins d'investissement dans l'énergie, on l'a dit, dans les infrastructures routières, dans l'éducation, ainsi de suite. Et donc, l'État se trouve écartelé avec des moyens, nous savons, limités. Même les pays les plus riches sur notre continent, avec beaucoup de ressources minières, font face à des contraintes, surtout que les prix sont très fluctuants. Et ce ne sont pas eux qui maîtrisent ces prix-là. Donc du coup, à un moment, il a fallu trouver des solutions pour soulager l'État. Et le partenariat public-privé est devenu un outil pour cela. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet à l'État de répondre à un besoin d'investissement, à un besoin d'assurer un service en faisant appel au secteur privé. Lui, l'État, va garantir l'investissement qui va se faire, va offrir un cadre propice pour que cet investissement se fasse. En contrepartie, le secteur privé va venir avec ses compétences, va venir avec son expertise, va venir avec ses ressources pour soulager l'État dans cet investissement-là. Et donc ce rapport, partenariat public et privé, devient normalement un cercle vertueux où chaque partie va y trouver son compte, va y gagner, et les usagers de l'État vont aussi bénéficier de services de qualité, d'infrastructures de qualité. Il y a eu des initiatives qui ont marché et qui continuent à marcher. Ça me fait penser, en termes d'infrastructures, par exemple, on a parlé de routes. Il y a l'autoroute Dakar-Diamniadio, qui est une des dernières réalisations et qui vraiment a un impact positif pour ceux qui connaissent Dakar sur la circulation, la facilité de se déplacer dans la ville et pour rejoindre l'aéroport d'ailleurs qui s'est déplacé aujourd'hui à Diamniadio justement. Donc pour fluidifier le trafic et la ville qui grandit vers cet axe, parce que Dakar étant une presqu'île, donc c'est forcément par Diamniadio que la ville est en train de se développer. Donc cette autoroute a permis de faciliter l'urbanisation, le déplacement des hommes et des biens. Mais parallèlement, pour le cas sénégalais, pour ce cas-ci, ça pose des difficultés en termes pour la population de coûts. Est-ce que les tarifs qui sont pratiqués pour les péages sont des bons tarifs? Est-ce qu'on ne peut pas faire des efforts là-dessus? Bon, ça amène d'autres discussions. Ce qui m'amène à parler aussi de la nécessité de concilier les objectifs de chaque partie dans la réalisation des PPP. L'État, en tant qu'État, a certainement des objectifs qui peuvent différer de ceux d'un privé qui vient pour investir, pour rentabiliser son investissement.
Donc, il est important que dans cet exercice, les parties puissent partager une vision commune pour le succès des projets qui sont pris en charge par le partenariat public-privé. Et d'ailleurs, on se rend compte que la majorité, en tout cas une grande partie des projets qui rencontrent des difficultés, des projets PPP, c'est en général parce qu'il y a une difficulté de partager la même vision autour de ce projet-là. Mais bon, en tout cas, c'est un outil qui a été utilisé et parfois on en a abusé. Et ça a été fait très vite et ce qui a amené, comme je le disais, à quelques échecs dont il faut tirer les leçons et notamment vraiment fixer un cadre qui permet une évolution correcte de ces projets PPP. Donc, ce n'est pas une panacée, mais c'est un moyen qui permet de renforcer ce dialogue public-privé et de le traduire dans le concret à travers la réalisation des projets par les deux parties. Merci beaucoup. Monsieur Bouzaoueda, bon, de nos jours, on parle de plus en plus de la question de la durabilité environnementale. Monsieur Stolik, dans son intervention, il a évoqué le concept Think Green. Donc, on n'insiste pas. C'est vrai que les questions de l'efficacité, de la rentabilité, ce sont des questions qui sont très importantes, mais la bonne gouvernance suppose également en fait, la tenue de la question de la durabilité. Et donc, est-ce qu'on est capable en Afrique de développer une industrialisation durable ou est-ce qu'on peut, si vous voulez autrement, est-ce qu'on peut assurer la combinaison efficacité-rentabilité? Justement, c'est un sujet de thèse. Et là, je pense que c'est une équation aussi, ces deux sujets, comment faire la cohésion ou l'union entre l'efficacité et la durabilité. Ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas facile aussi. Parce qu'en fait, comme on a dit tout à l'heure, l'Afrique dispose de certains atouts. Comme j'ai dit, une population jeune et dynamique, l'abondance de ressources. L'industrie ne représente que 2% dans la part mondiale de l'industrie manufacturière. Et ça, c'est des fondements. Je pense que c'est des fondements pour avoir une durabilité. Il y a aussi, pour être efficace, il y a la planification et la stratégie. Planifier et faire une stratégie, c'est-à-dire travailler sur plusieurs volets. On a cité la logistique, on a cité l'infrastructure, la formation professionnelle, le climat d'affaires, les climats d'affaires au sein de chaque pays. On a cité aussi l'intégration dans les chaînes de valeur ou le développement des chaînes de valeur régionales, c'est-à-dire exploiter les potentiels de chaque région. Chaque région a ses caractéristiques, a sa production agricole, a sa production minière. Il faut l'exploiter et développer des chaînes de valeur verticales, c'est-à-dire exploiter au maximum avec une valeur ajoutée et utiliser peu, tout en s'intégrant dans l'économie circulaire. Il y a aussi le rôle de la société civile, du privé et de l'État. Il faut travailler en collaboration, ces trois structures, pour une meilleure sensibilisation et pour un meilleur partage et pour une meilleure adhésion au projet national. Comment surmonter les défis sociaux? Comment surmonter les défis environnementaux, justement les objectifs de développement durable, l'exploitation minimale des ressources pour étaler au maximum cette matière première, l'utilisation de cette matière première. Et je pense que la Tunisie s'en est inspirée pour élaborer sa stratégie. La Tunisie a toujours
accompagné l'évolution industrielle depuis sa création en 1972. Et la dernière stratégie élaborée l'année dernière, c'est la stratégie nationale de l'innovation, de l'industrie et de l'innovation aux horizons de 2035. En fait, les 4 sources d'inspiration de cette stratégie étaient le développement durable, c'est-à-dire s'inspirer de la transition écologique qui devrait se passer. Un deuxième volet, c'est la transition numérique. Aujourd'hui, les mutations sont rapides, les exigences des consommateurs sont devenues beaucoup plus rapides aussi en matière de changement. Il faut s'adapter. Et le troisième, c'est la régionalisation, c'est-à-dire la Tunisie doit s'intégrer dans son environnement régional et placer la Tunisie en tant que hub, en tant que position stratégique au cœur des échanges commerciaux entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Le quatrième volet, c'est l'exploitation des mutations mondiales et des crises, rendre des crises économiques, sanitaires, comme des opportunités, c'est-à-dire, on a parlé délocalisation avant, on a parlé ces dernières années de la relocalisation, peut-être demain ça va surgir un nouveau mot, il faut s'y adapter, donc baser la planification et la stratégie sur 2 aspects. Le premier, c'est l'innovation. Le deuxième, c'est l'agilité aussi. La planification et l'agilité sont, à mon avis, les 2 principes de base pour réussir la durabilité, pour réussir aussi l'efficacité. Merci beaucoup. Je voudrais en finir avec un dernier point avec M. Malouche, qui est la question de suivi et de l'évaluation. Et on sait combien même cette question elle est très très importante parce que ça permet quand même un ajustement en fonction du changement du contexte. Donc, pouvez-vous en parler de ce point et surtout de citer quelques expériences ou même de bonnes pratiques dans le continent en matière de suivi et évaluation? Merci. Oui, effectivement, donc pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, la planification, l'agilité, mais également le suivi et l'évaluation, parce que c'est un loop constant en fait d'amélioration finalement. Les politiques publiques, ce ne sont pas des politiques qu'on réussit immédiatement, ce sont des politiques qu'on améliore et qui sont évidemment amenées à évoluer avec le contexte mondial, avec les enjeux de transformation à la fois digitale, les enjeux climatiques, etc. Donc effectivement, l'État a ce rôle de planification, l'État se doit d'être agile effectivement dans l'implémentation, mais l'État se doit également d'être agile dans la manière dont ils évaluent les politiques publiques aujourd'hui, parce que l'État fait beaucoup de choses. L'État se dépense, il construit des zones industrielles. De temps en temps, il n'y a personne dans les zones industrielles, donc il faut se demander pourquoi. Il donne des avantages fiscaux, il donne des incentives. Il faut vraiment faire l'effort justement de mesurer le return on investment de ces efforts que l'État déploie en termes de création d'emplois, en termes d'export, en termes d'investissement, etc. Et ça, c'est un travail effectivement récurrent de monitoring, evaluation et de learning. Les expériences peut-être d'industrialisation à l'étranger que ce soit, enfin on revient juste vraiment, même après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon, et puis plus tard la Chine, la Corée, l'Inde, etc. Ce qu'on voit en fait, c'est que ce qui est important finalement dans l'évaluation des politiques publiques, l'élément qui revient de manière prépondérante, c'est que la politique publique n'a pas été assez inclusive. Et je pense qu'Olivier, tu en as parlé. L'inclusivité de la politique publique, le fait justement d'inclure tout le monde, comme vous venez de dire, y compris le secteur privé, la société civile, pour éviter justement des répercussions sociales négatives, mais surtout pour prendre avantage de tout ce qui peut être offert, non seulement par le secteur privé, mais également par l'écosystème académique, les chercheurs, les start-up. Il faut vraiment que ces politiques soient
très inclusive pour être le plus efficace. Et c'est ça l'élément, je pense, le plus important. Et puis, je dirais aussi peut-être une autre chose au niveau des enjeux, en fait, aujourd'hui de l'Afrique. L'enjeu climatique est un enjeu fondamental pour l'Afrique, bien que l'Afrique, malheureusement, n'émette que 5% des émissions de carbone, de CO2, proviennent de l'Afrique, mais elle en subit les conséquences beaucoup plus que les autres, en termes de sécheresse, d'inondation, d'érosion costale, de montée des températures, etc. Donc, toute politique industrielle, aujourd'hui, c'est pratiquement vital qu'elle intègre des composantes climatiques. Et ça, jusqu'à maintenant, on n'a pas su l'évaluer, on n'a pas su justement l'intégrer de manière prépondérante parce que on se disait, bon, voilà, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie ont trouvé du gaz. Donc, voilà, industrialisation à outrance avec des énergies fossiles. Non, je pense qu'il faut justement équilibrer les politiques publiques pour prendre en compte justement ces questions environnementales qui sont absolument vitales aujourd'hui pour l'Afrique. Merci beaucoup. Donc, comme à l'accoutumée, on va quand même passer la parole à la salle. Si vous avez des questions, alors, s'il vous plaît, alors, vous vous présentez et vous dites votre question, elle est adressée à qui exactement? À M. Touré, ou bien à M. Monanga, ou Mme Nambia, ou à M. Bouzawed, M. Malouche, ou à M. Stolik. Allez-y. Alors, merci pour le micro. Mon nom, c'est Loïc Oyono, de l'incubateur Koufania. Nous sommes un incubateur qui aidons justement, comme monsieur le directeur disait tout à l'heure, pour la régionalisation en Tunisie. Nous aidons les startups tunisiennes à s'implanter vers les marchés d'Afrique francophone. Entendu parler le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, on parle d'internationalisation et je pense que on parle d'industrialisation, désolé, et je pense qu'on ne saurait parler d'industrialisation sans parler des technologies. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la prise de parole de M. Touré tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on a un petit souci, c'est que malgré les 5% justement de pollution de l'Afrique, on a l'impression que l'Afrique est beaucoup plus touchée que les autres pays dans sa volonté justement d'industrialisation. Et là, ma question se tourne vers M. Arnaud Onanga, chez nous au Cameroun, on dit Onanga. Donc, alors, lorsque le Gabon se tourne vers cette volonté de forcer la production locale ou bien l'industrialisation locale du bois, est-ce qu'il n'y a pas certains freins, mais ne fût-ce que tacites, avec les politiques étrangères qui freinent cette industrialisation? Ça, c'est ma question. Et au profit de tout ce qui est industrie verte et cela. Je me tourne également vers M. Stolik tout à l'heure avec la Banque mondiale. Est-ce que vous ne pensez pas justement que ces financements sont beaucoup plus portés vers les politiques qui se tournent vers l'écologie verte, vers l'industrie verte, ainsi de suite? Merci, ce sont mes deux questions. Merci beaucoup. Désolé, on a la contrainte de cérémonie, donc on va prendre deux autres questions. Soyez, s'il vous plaît, très bref. Merci. Mehdi Khalel, je dirige l'activité batterie industrielle du groupe Assad. En fait, je ne pouvais pas ne pas réagir quand Mohamed Malouch a évoqué la batterie électrique. Donc ma question, est-ce qu'il faut industrialiser l'Afrique pour produire en Afrique pour l'Afrique, ou bien produire en Afrique pour exporter en Europe ou ailleurs? Et la question justement s'est posée pour nous, pour la batterie électrique ou la batterie lithium pour les applications de mobilité électrique, parce que justement la mobilité électrique qu'on développe en Occident n'est pas la mobilité électrique dont on a besoin en Afrique, qui est plus la micro-mobilité électrique. Et merci.
Très bien. Dernière question. Bon, tant mieux. Alors, je vous donne la parole, monsieur Onanga. Alors, merci pour votre question. Elle est très intéressante, elle est d'actualité. Alors, pour vous répondre, effectivement, la nécessité d'industrialiser la filière bois du Gabon, elle se fait en tenant compte d'un certain nombre de contraintes. Le Gabon s'est engagé résolument dans l'exploitation de sa forêt de façon durable. C'est ainsi que vous verrez que la quasi-totalité des exploitants forestiers au Gabon ou sont certifiés, FSB notamment, ou sont dans un processus de certification. C'est une condition non négociable. Ces certifications garantissent le paramètre green dont vous parliez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour prétendre être un acteur forestier au Gabon, être un acteur du bois, il faut apporter un certain nombre de garanties. Donc nous y veillons. En ce qui concerne les marchés internationaux et les contraintes que nous pourrions rencontrer, là-dessus, j'ai envie de vous dire que le Gabon est souverain. Et aujourd'hui, pour rentrer dans ce concert des nations, où il faut apporter de la valeur à nos produits, c'est le chemin qu'il faut suivre pour notre développement. Il n'y a pas de développement sans industrialisation. Et le Gabon, et même je dirais la sous-région, a la chance d'avoir une forêt quasi inexploitée, mais nous souhaitons l'exploiter de façon responsable. Et je pense qu'aujourd'hui, nos partenaires européens ou asiatiques ou même américains ont compris cette nécessité-là et ils y adhèrent. Voilà. Oui, donc il y a une question sur le financement vert. Je pense que la question était liée à est-ce que nous finançons exclusivement des financements verts. Non, la Banque africaine de développement est engagée à accompagner l'industrialisation du continent. Et ça, évidemment, ça englobe énormément d'industries diverses. Les considérations que l'on prend dans la décision de financer, que notre conseil prend, sont évidemment liées à la gestion des risques environnementaux et sociaux qui sont adossés à un projet et l'impact potentiel sur le changement climatique. Donc toutes ces considérations sont prises en compte et des plans de gestion sont développés pour qu'il y ait un impact qui soit le plus réduit, on va dire, sur ces éléments-là. Mais nous sommes résolument engagés à financer le développement industriel du continent. Merci beaucoup. Merci à l'audience. Allez-y, monsieur Malouche. J'allais répondre simplement à un élément de réponse pour Mehdi, effectivement, qui est à la tête d'un groupe emblématique en Tunisie qui fabrique des batteries justement depuis des années. Je pense qu'effectivement, il faut être bien évidemment ambitieux et novateur, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de se placer dans un maillon de la chaîne de valeur internationale des batteries électriques. Évidemment, c'est une politique par étapes, hein, comme disait Bourguiba. Il ne faut pas penser à juste... la technologie dans ce domaine avance extrêmement rapidement, mais l'idée, c'est vraiment de se positionner et d'essayer de se spécialiser en fonction justement des atouts que l'entreprise a et des atouts que le continent a et que le pays a. C'est vraiment la première étape nécessaire pour justement... ensuite pouvoir monter en puissance sur ce sujet-là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, mes chers panélistes. Merci, monsieur Moussa Ismaïla Touré, qui est CEO de Massa Consulting. Merci, monsieur Moshanga Onanga, qui est directeur du cabinet du ministère de l'Industrie du Gabon. Madame Namia Ayadi, qui est présidente de la Tunisian Investment Authority. C'est Omar Bouzawed, qui est directeur général de l'API, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Monsieur Mohamed Melouche, qui est partenaire chez Deloitte Afrique. Et monsieur Olivier Stouli, qui est chef Industrial Policy Officer à la Banque africaine de développement. Je pense qu'il mérite vos applaudissements. Merci. Bravo, merci. Je vous rappelle que tout de suite, il y aura la signature
des contrats pour le projet Kawafel, ceux qui ont été choisis, sélectionnés pour le projet Kawafel. Donc je vous invite à rester dans la salle pour être présent dans la cérémonie ou en savoir plus sur ce projet. Ladies and gentlemen, there will going to be an official signature of the Kawafel Business Development Project in Africa. So I invite you to stay in the room, in the conference room, in order to attend the official event. Thank you. After that, we will all leave for lunch. And we resume at 2:30 the next sessions for the panels. Mazen? Livré à temps. Je sais pas noter. Allez, je vais sortir. Je vais parler déjà de ce que ça va être.